Je ne pense pas être resté plus de 8 jours à Eril Ali. Le mardi, je vis arriver mon frère Lahamara avec 2 mulets. Ma mère l'avait envoyé me chercher au Zeit Mengelet. Ne m'ayant pas trouvé, il était venu jusqu'au Zeit Abbès. Nous repartîmes presque aussitôt, car il y avait plusieurs jours que mon frère était en route et la location des mulets courait. On me fit cadeau d'une dizaine de litres d'huile et de je ne sais quelle douceur. Douda m'avait fait un gâteau de semoule aux œufs. J'apportai le tout à ma mère. J'ai dû passer peu de temps dans mon village. J'avais hâte de rentrer et de m'occuper de mes affaires. Au début de septembre, nous étions de nouveau chez nous, à Warzen. Les journées s'écoulaient ainsi. Dès notre lever, nous déjeunions et descendions ensemble à l'hôpital. Devant le portail, nous nous séparions. J'entrai et me dirigeai vers la lingerie, où je travaillais avec sœur Chantal jusqu'à midi. Mon mari venait alors me chercher et je préparais le repas et nous mangions. Le père Carisson nous avait acheté des ustensiles de cuisine. Je ne savais pas cuisiner. Je réussissais tout juste à faire adil oursoul, une galette, et je roulais un peu le couscous. Comment ai-je appris à travailler? Je me le demande. Mais j'avais du bon sens, de la bonne volonté, et surtout j'avais observé ma mère qui était propre, économe, comme une fourmi. Une fois, moyennant 2,50 francs par mois, m'apportait chaque jour un bidon d'eau de 18 litres. Pour son premier marché, mon mari avait acheté un double décalitre de blé. Il avait, je crois, emprunté de l'argent, une vingtaine de francs. Il rapporta aussi 2 kilos de viande. Je jugeai que c'était trop pour 2. J'en conservai quelques morceaux dans le sel et recommandai à Belkacem d'être moins prodigue à l'avenir, car j'étais bien la fille de ma mère, qui partageait le grain en 12 parts, une pour chaque mois de l'année. Notre déjeuner de midi pris, nous repartions. Je travaillais encore jusqu'au soir, puis je remontais avec mon mari dans la maison de Warzen. Ainsi se passa le mois d'octobre. Dès le 1er novembre, la propriétaire du logement nous donna congé, car, me dit-elle, son époux étant rentré, il désirait être seul, chez eux. Quand j'entrai à la lingerie, sœur Chantal vit mes yeux rouges. « Tu as du chagrin ?» me demanda-t-elle. Je répondis en sanglotant que j'étais sans logis. « Ne te désole pas pour cela, je vais arranger les choses. » Et elle alla trouver la mère supérieure, qui à cette époque était encore mère Saint-Jean. Sœur Chantal me dit: « J'ai parlé de toi à notre mère. Elle t'offre la chambre qui habitait à Hamar, à Kili, et qui est vide maintenant. » Quand mon mari vint me chercher à midi, je lui montrai la clé. Notre mère nous a donné cette chambre. Nous ouvrîmes la porte et nous fûmes très contents. Cette chambre était plus commode que la maison du village. Nous avions aussi l'avantage de ne plus monter et descendre 2 fois par jour. Je pouvais aller chercher ma provision d'eau au bassin, qui se trouvait à 2 pas de ma chambre. Le jour même, nous apportâmes nos affaires et le soir, nous couchions enfin dans un logement sûr. Les jours s'écoulèrent, le père Justrobe revint et nous donna de bons conseils pour notre aménagement. Il nous fit acheter des planches qui, posées sur les caisses, nous tinrent lieu de lit. D'autres planches nous servirent d'étagères, ce qui nous fit gagner de la place. Avec quelques dizaines de francs, nous nous procurâmes quelques mètres de pilon rouge à des raies noires pour confectionner des rideaux et cacher ce que nous mettions sur ces étagères. Je m'approvisionnai chez les sœurs. Pour 12 sous, j'avais un pain de ménage de 2 kilos, de la semoule, des légumes secs, du café. Toutes les semaines, je payais avec ce que j'avais gagné. Avant de me rendre au travail le matin, je mettais mes légumes à cuire doucement. Et sœur Chantal, vers 9 heures, me permettait de sortir pour surveiller mon feu et mon repas. Tous les jeudis, nous recevions la visite de l'oncle Hamma, le caravanier. C'est un homme de haute taille, qui paraissait encore plus grand à cause du guenor qu'il portait. Une grosse chéchia recouverte de mousseline blanche. Un cordon brun en poil de chameau faisait plusieurs fois le tour de cet important turban qu'il rehaussait. Quand je l'ai connu, il n'avait plus une seule dent.
et plus un seul cheveu. Son teint était blanc, ses traits réguliers et fiers, mais la variole l'avait éborgné. Sa figure était pleine de traces de ce terrible mal. La paupière de l'œil qui lui restait était déformée et laissait voir le rouge intérieur. La première fois, tout cela m'avait impressionné. Puis je me suis habitué. Tous les jeudis soirs, je le voyais arriver, porteur de tout ce qu'il avait pu obtenir pour nous de mes beaux-parents, auxquels il racontait que nous étions très malheureux. C'était tantôt 10 litres d'huile, tantôt quelques chapelets d'oignons secs. Parfois, il achetait lui-même des grenades au marché. Moi, je le recevais de mon mieux. Je faisais en son honneur du couscous de semoule ou un ragoût de pommes de terre. Et il trempait de gros morceaux de pain bis frais que je rapportais de chez les sœurs. Nous ne manquions de rien, car la vie était si bon marché qu'il nous fallait très peu d'argent. Ce que je prenais chez les religieuses m'était compté au prix de gros. Tous les mois, j'avais 100 kilos de bois de chêne à 1 franc le quintal. Mais le bois d'allumage nous faisait défaut. Et les jours où il avait congé, mon mari y découpait quelques bûches à l'aide d'une petite hachette. Je n'avais pas le temps de m'ennuyer. Mes dimanches seuls étaient libres. J'allais parfois en promenade avec les filles des sœurs. J'avais sur le conseil de Félicité vu madame Pacreau, la sage-femme. Elle me dit que j'étais enceinte de 3 mois. Noël était arrivé. Cette année-là, j'avais des sabots et des chaussons bien chauds. Mon mari portait un lourd burnous blanc, car à l'époque on s'habillait à la mode kabyle. La mission ne désirait pas que les Kabyles sortent de leur milieu. Aussi la mère supérieure m'avait-elle refusé de souliers européens et m'avait acheté, pour mon mariage, des chaussures en cuir rouge, à la mode indigène appelée silicite. C'est alors que j'eus la première discussion qui faillit tourner mal avec mon mari. Un de ses compatriotes, Mazouk, était venu travailler à l'hôpital. Sa femme, qui attendait un bébé, l'accompagnait. Ils habitaient, je crois, l'ancienne chambre de repassage. Donc, pour Noël, cet homme voulut passer des vacances à Aérer la Ali et il proposa à mon mari de le suivre. Belkacem me mit au courant de ce projet. Je lui dis qu'il ne devait pas me laisser seul. Nous discutâmes un moment et je compris qu'il voulait vraiment partir. Moi, depuis que j'ai vu mon beau-père Ahmed Ouamrouche, je craignais toujours qu'il ne prenne son fils. Comme à fait exprès, le lendemain survint mon frère. Je lui dis: mon mari veut aller passer quelques jours chez ses parents. Emmène-moi chez nous pour le temps de son absence. Je m'habillai et nous nous mîmes en route, à pied. Nous étions déjà engagés dans la descente qui mène à la rivière quand je m'entendis appeler. Je levai la tête et vis le père Justrobe qui courait de toutes ses forces pour me rattraper. Je m'arrêtai et l'attendis. Pourquoi es-tu parti? Me demanda-t-il. Parce que mon mari veut aller chez ses parents avec Marzouk. Alors, j'ai pensé moi aussi que je pouvais me rendre chez ma mère. Marzouk est parti cette nuit, tout seul, m'assura le père. Et il me ramena, tandis que mon frère poursuivait sa route sous le regard courroucé du bon père Justrobe. Nous remontâmes doucement la côte, mais la fatigue m'obligea à me coucher en arrivant, à cause de l'enfant que je portais. Nous ne reparlâmes plus de cet incident. Cette année-là eut la messe de minuit du siècle, car nous étions le 31 décembre 1899. Il avait encore neigé. Mon mari aidait le père Justrobe à traduire les cantiques en kabyle. Souvent, par ces soirées de décembre et de janvier, où la nuit tombe vite, j'étais inquiète. En attendant le retour de Belkacem, j'avais peur qu'il ne tombe dans un fossé par la neige et le froid. Il pleuvait parfois dans la cheminée de notre chambre et nous ne pouvions allumer le feu. Nous étions réduits à rester sans souper. Mon mari frappait alors à la porte de la cuisine et la sœur nous offrait à dîner. Elle n'a jamais refusé de nous secourir. Pour le jour de l'an, j'étais allé avec Belkacem souhaiter la bonne année aux missionnaires. Le père Baldit était provincial et il entreprenait de longs voyages pour inspecter les postes. Il se rendait jusqu'à Gardaïa. Son absence durait des semaines. Pour cette raison, le père Schmitt était supérieur. C'est un homme d'origine alsacienne, à l'allure puissante et sévère, et pourtant si bon. Il aimait les enfants. Il nous fit très bon accueil et me donna plusieurs tablettes de chocolat.
Les autres missionnaires nous avaient offert des bonbons, des dragées. J'avais été très gâtée. Aux sœurs, j'avais souhaité la bonne année. Elle aussi avait été très gentille. Sœur Chantal me remit une médaille en argent en souvenir de sa vieille mère, ma marraine. Je revins à la maison rouge comme une tomate et les yeux brillants de joie. Quand je dis maison, c'est une façon de parler. C'était une chambre basse de toiture, recouverte de planches et de tuiles. Elle était tiède parce que surélevée et très sèche à cause de son parquet en bois. Nous nous trouvions très bien dedans, depuis que des rideaux cachaient les étagères et que notre natte et les couvertures étaient étalées sur des planches. On pouvait ranger des choses sur des caisses et les chaussures sur le lit. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.